Oui, parce qu'il est l'heure de retrouver Olivier de Lagarde pour sa revue de presse. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Et on commence par une histoire étonnante. Oui, c'est une histoire de ménage à trois. Vous me direz que nous vivons une époque moderne, je vous connais, Jacques, vous m'expliquerez qu'il faut que je vive avec mon temps, sauf que cette histoire a commencé à la fin des années 50, qu'elle a quand même duré 25 ans et qu'elle concerne un homme qui va devenir président de la République. François Mitterrand, on croyait tout savoir des secrets de l'ancien président. Eh bien, on avait tort, et c'est Paris Match qui nous raconte cette histoire assez incroyable, celle de l'amant de Danielle Mitterrand. Le début pourrait être d'une affligeante banalité. Nous sommes en 1957. Danielle Mitterrand s'aperçoit que son socialiste de mari ne lui est pas plus fidèle qu'il ne le sera plus tard à l'Union de la gauche. Lassée de voir François batifoler, elle prend un amant. Il est beau, il est sportif, il a 13 ans de moins qu'elle, raconte Laurence Piot. Il s'appelle Jean Balancy. L'histoire pourrait être circonscrite à quelques effusions d'alcôve, mais non, parce que l'amant de la femme va devenir l'ami du mari, et même son homme à tout faire. Il va même s'installer chez les Mitterrand. Incroyable. François a bien été un peu jaloux au début, mais comme il le déclarera plus tard à Roland Dumas, je ne me vois pas interdire à Daniel ce que je m'autorise. Et c'est ainsi que Jean Balancy se glissait dans le lit de la femme et conduisait la voiture du mari, chauffeur et même confident du futur président. Jean et François partagent la même femme et une amitié qui ne se démentira jamais. Il était là comme un membre de la famille, présent à tous les repas. Alors je sais ce que vous pensez, mais à l'époque, pour devenir président, on ne divorçait pas. L'histoire s'arrêtera d'ailleurs aux portes de l'Élysée, mais moins par respect de Marianne que par désamour de Daniel. L'amant, que voulez-vous, avait trouvé aussi une autre tourterelle. Voilà, on termine ce récit en pensant à Claude Sautet, au film des années 70, à Romy Schneider, entre Montand et Sami Frey. Parce que César sera toujours César et David sera toujours David, Anissa. Vous César vous et souvenez ? Rosalie, bien sûr. Un autre ménage à trois, mais on change d'ambiance musicale. Oui, c'est plus du Sautet, c'est même pas du Fédo, c'est du Zavata. Approchez, mesdames et messieurs, le grand cirque des municipales à Paris avec deux femmes et un homme. Rachida Dati, Sarah Knafo et Pierre-Yves Bournazel, l'autre canon. Un vrai magicien, le Pierre-Yves, qui va peut-être réussir à faire disparaître la droite à Paris, mais aussi effacer Édouard Philippe de la vie politique française. Alors, pour tout comprendre, il faut lire le long papier de Dina Cohen et Christine Olivier à la une de l'Opinion. Hier, Bournazel n'a rien trouvé de mieux que de déclarer qu'il ne se désisterait jamais, ni pour le socialiste Emmanuel Grégoire, ni pour Rachida Dati. Comprenez que ce candidat de la majorité macroniste va tout faire pour faire battre une ministre d'Emmanuel Macron, ex-ministre. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que jamais les électeurs de droite ne pardonneront une telle félonie et qu'ils risquent de la faire payer à Édouard Philippe. La menace est bien réelle. Sondage OpinionWay pour Hexagone. Édouard Philippe serait battu au second tour dans sa ville du Havre par un communiste, Jean-Paul Lecoq. Panique de l'ancien Premier ministre, raconte Cécile Cornudet des Échos, qui s'est précipité sur son téléphone pour appeler l'AFP et lâcher son poulain. Je ferai tout pour l'alternance à Paris avec un grand rassemblement de la droite et du centre, a-t-il déclaré. Voilà, Philippe est en train de lâcher Paris pour sauver le Havre. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier ? Avignon. L'hebdomadaire Marianne est allée en Avignon pour enquêter sur le système Raphaël Arnaud. C'est le fief électoral du chef de la milice LFI. Résultat, lien avec les narcotrafiquants et des associations proches des frères musulmans. Mais on va terminer avec une info plus positive. C'est l'événement du jour. On vous en parle beaucoup. Il y a quelques instants, on parlait de César et Rosalie, mais ce soir, ce sera César tout court. Et la grande fête du cinéma français et d'Olivier Benkemoun et ses 184 fiches, ce sera en direct sur Canal+, et sur Europe 1. Alors évidemment, tous les journaux y vont de leurs petits pronostics, mais en plus de cela, Éric Nehoff, dans le Figaro, qui n'a pas perdu son sens de l'humour malgré son élection à l'Académie française, nous donne, lui, son César du meilleur biopic pas encore tourné. C'est pointu. Eh bien, le vainqueur, mon cher Olivier, c'est Jack Lang. Argent, gloire et botox s'amusent-ils. Tous les ingrédients seraient réunis pour une saga socialo-mondaine. Hélas, ex-Reptine, Jeffrey Epstein n'est plus là pour financer cette super production Gauche Caviar qui, à défaut du prix d'interprétation, devrait avoir le César du meilleur costume. Francesco Smalto, évidemment. Pas sûr que les acteurs se précipitent pour jouer Jack Lang. La savez revue de presse. Vous savez qu'on ne sait pas si on a une ministre de la Culture ce soir au César. Ah bah oui, puisqu'elle a démissionné hier, Ouais. Rachida Il y a Dati. tout encore, il y a du date de temps libre. encore. Les Césars, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir, d'ici là, il peut y avoir une passation de pouvoir.